Les municipales 2020. Les municipales 2020. Les municipales 2020. On en parle. On en parle. On parle Sur Radio Sud Grésivaudan. Sur Radio Sud Grésivaudan. On en parle de ces élections municipales le 28 juin, second tour, et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jonathan Soun. Bonjour Jonathan. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Comme lors de notre dernière rencontre, et première rencontre d'ailleurs, les règles n'ont pas changé, il n'y aura quasiment pas de montage, juste un rapide nettoyage, petite musique, et nous allons bien sûr aborder différents points de votre programme, et nous allons surtout mettre l'accent sur cette crise sanitaire que l'on a vécue, 8 semaines de confinement, 8 semaines qui n'étaient pas très drôles. Jonathan Soun, comment vous avez vécu, vous, cette période de confinement ? Effectivement, c'était quelque chose de très particulier, un stop dans la dynamique de la campagne qu'on avait lancée, et puis surtout une première pour toutes les générations qui sont là de cette pandémie. C'est des choses qui sont censées être un peu préparées, et là on voit que ça a été très particulier. Ce qui est quand même notable à remarquer, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui nous ont été imposées en termes de liberté de mouvement, de déplacement, etc. Par contre, ce qu'on a trouvé quand même qui était fort, c'est la façon que les gens ont eu de pouvoir changer finalement rapidement leurs habitudes, d'être pour beaucoup respectueux des règles. Après, il y a eu quelques événements. Les gens ont bien réagi face à l'urgence, quoi. Ouais, je pense que quand même, globalement, on peut féliciter tout le monde d'avoir bien réagi à l'urgence. Après, c'était contraignant. Personnellement, beaucoup de choses ont changé. Par contre, ça vous a stressé, vous, par exemple ? Je pense pas tant que ça, parce que même si il y a eu des informations contradictoires au niveau de l'intercommunalité, je pense que ça a été géré quand même de manière correcte. Après, c'est toujours l'incertitude, les nouvelles contradictoires, les confinements progressifs avec des contraintes supplémentaires qui arrivent. C'est ça qui, je pense, qui est gênant dans le processus. Et puis l'épisode des masques, des impressions qu'on n'a pas toute l'information. Donc ça c'est quelque chose de dérangeant. Par contre, je pense qu'en termes économiques et sociaux, donc il va y avoir des grands bouleversements. Ce qui a été mis en place a permis, je pense, de passer cette période-là, mais c'est l'après là qu'il va falloir travailler, qui risque d'être compliqué. Et puis surtout pour les commerçants, les professions libérales, où là on ne sait pas encore trop comment ils ont été soutenus, etc. Par contre, ça a révélé aussi beaucoup de choses. Il y a des solidarités qui sont mises en place un peu partout sur le territoire et en France, des choses magnifiques aussi qui sont sorties. Et puis c'était. On va faire le point là-dessus. On va faire le point sur toutes ces solidarités, sur toutes ces choses, sur les heures sombres qui nous sont annoncées, mais on va faire aussi un point sur le premier tour de ces élections. Vous vous êtes placé en avant-dernière position, avec 13,62% des voix. Derrière vous, on retrouve la liste de Christophe Guersignou, 11,37%. Ensuite, les trois premiers, Raphaël Mosselin, 29,58%, Jacques Lascoum, 23,66%, et Noël Taron avec 21,74%. Alors, un mot sur ce résultat. Est-ce que vous êtes satisfait ? Vous pensiez faire mieux, moins bien ? Quel a été votre ressenti au soir de ces élections ? D'une part, alors au sortir des élections, forcément une petite déception, parce que c'est un engagement de quelques mois, et surtout un dernier mois très 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 intensif. À la fois, c'est quand même un très bon résultat pour une liste qui est partie un peu tard dans la campagne. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On savait pas si ça allait être entre 10 ou 20. Donc à la fois c'était une petite déception, à la fois c'est un très beau résultat. C'est surtout de toute façon une aventure extraordinaire, ces élections, un travail d'équipe qui a été fantastique, toujours dans la bienveillance, des débats sereins, des gens qui veulent aller tous dans la même direction. Donc de toute façon,
que eût été le score, c'était du positif. On a l'impression d'avoir fait un petit peu quand même bouger les lignes en forçant un petit peu les autres listes qui auraient peut-être pas mis autant de verre dans leur programme à se mouiller un petit peu. Donc je pense qu'on a joué aussi notre rôle là-dessus. Et puis donc là on repart motivé pour la suite, pour continuer à défendre les valeurs d'écologie et des solidarités. Et finalement, ce sont donc ces 5 listes qui se représentent à nouveau. Il n'y a pas eu moyen de trouver des arrangements? Est-ce que vous avez démarché? Est-ce que l'on vous a démarché? Ou en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas trouvé d'accord. Oui, donc là, factuellement, oui. Donc on a décidé de repartir avec la liste actuelle. Nous, notre combat, c'est d'essayer de faire bouger les lignes en termes de transition écologique, voilà, et d'urgence climatique, écologique et sociale. Donc notre souhait premier aurait été d'être dans une majorité pour pouvoir influencer de manière importante sur les politiques. Alors on a eu dans ce sens-là, on a eu des discussions avec les listes qui étaient le plus proches de nos valeurs, de notre souhait de transformation. Il y a notamment l'équipe de Raphaël Mosselin qui a souhaité discuter avec nous. Ça n'a pas abouti. Il y a un moment, il faut le sentir, quoi. Soit on le sent qu'il y a une envie commune et puis que ça va dans le bon sens, soit on le sent pas. Et là, on l'a pas senti. On trouvait que c'était pas respectueux du travail qu'on avait fourni et respectueux aussi du choix des électeurs aux sorties du premier tour. Donc de ce côté-là, on a décliné l'invitation. Ça aurait pu être quelque chose de très bien si on avait pu rentrer et faire une coalition et pas une fusion. Voilà. On a fait un geste, mais peut-être certainement un peu tardive, pour essayer de faire quelque chose avec la liste de Christophe Garcinou. Et là non plus, ça n'a pas abouti. Certainement, on a commencé trop tard les discussions. Voilà. Donc finalement, ce sont ces 5 listes qui retournent. Alors, bien évidemment, la question du Covid va être quasiment entièrement sur ce questionnaire, puisque c'est quelque chose de marquant et on ne peut pas passer outre forcément, puisqu'il y a forcément aussi des leçons à en tirer et puis aussi de belles observations, de belles choses que l'on a vu naître durant ce confinement. Alors la fin de votre campagne a été marquée par l'arrivée du Covid. Je crois que juste la veille on disait aux bars de fermer, à partir de minuit ils fermaient et puis 2 jours plus tard il y avait le confinement total, ce qui était peu encourageant quand même pour entraîner les gens à aller voter, quoi qu'il en soit. Ça vous a mis quand même quelque chose de très fort qui a été l'abstention, près de 60% d'abstention sur une élection aussi populaire. Oui, c'est effectivement, les élections municipales, c'est une des élections qui est les plus suivies par les Français. L'abstention était record. Elle se comprend, vu l'enjeu. Vous la voyez venir, cette abstention, vous vous attendiez à ça, non? Je pense pas, non, parce qu'en fait, ça a été progressif et surtout très très rapide sur les dernières semaines. Donc, et je pense que honnêtement, quand on est lancé sur une campagne, on a vraiment la tête dans le guidon pour essayer de faire des propositions, faire avancer les choses. Et quelque part, on rentre un petit peu dans un tunnel de travail. Par contre, dans les derniers instants de la campagne, on s'est vraiment dit qu'il y avait un souci. On a même essayé de faire en sorte de voir comment il était possible d'influencer pour repousser ces élections-là. Bon, ça... Vous étiez donc bien favorable pour un report de ces élections. Et puis alors, sur la date choisie du 28 juin pour le second tour, est-ce que là aussi vous envisagez peut-être plus tard dans l'automne, ou finalement il faut aussi réussir quand même à passer à autre chose à un moment? Je pense que notre position initiale, c'était effectivement dire qu'on peut pas non plus bloquer pendant trop longtemps les démarches locales, notamment avec l'Interco. Si c'était que la ville de Saint-Marcellin, je pense que Jean-Michel Révoll aurait pu continuer d'administrer la ville pendant 6 mois ou 1 an. Mais il y a aussi tous les projets au niveau de l'Interco qui sont un peu en suspens sur les 6 prochaines années. Il y a notamment le plan climat, air, énergie, territoire qui a été déjà
stopper pour attendre les élections. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il faut faire avancer avec des nouvelles équipes renouvelées pour 6 ans. Par contre, j'avoue que l'enchaînement des informations, à savoir le fait qu'on apprenne un peu tard qu'il faille déposer les listes si tôt après, c'est pas quelque chose de très très sain. Et la date du 28 pourrait poser de problème en termes d'abstention aussi, surtout que l'école n'est toujours pas obligatoire, donc il y aura peut-être des gens qui seront tentés de partir en vacances un peu plus tôt, ou voilà. Après sur l'aspect sanitaire, maintenant je crois qu'on est un peu rodé, on connaît les gestes barrières, on connaît les règles commencent à être un petit peu claires, donc je pense pas que le problème sanitaire se pose. Par contre, voilà, c'est la disponibilité des gens en juin. Un week-end où il fera peut-être très très beau. Sur la gestion de crise, de cette crise sur notre territoire, sur la ville de Saint-Marcelin, visiblement vous êtes assez satisfait du travail qui a été entrepris par Jean-Michel Revol. Qu'auriez-vous fait et que n'auriez-vous pas fait, vous, à sa place? Alors c'est facile à dire une fois que c'est passé, mais qu'est-ce que vous auriez pu penser faire? Donc je pense que la crise a été gérée de manière plutôt correcte. Après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants des informations qui circulent entre la municipalité, l'interco, etc. Donc c'est difficile de juger. Voilà. D'un regard extérieur, je pense que ce qui a choqué certaines personnes, c'est le couvre-feu, par exemple. Mais s'il était obligatoire parce qu'il y a des comportements à risque qui avaient été identifiés, on n'a pas toutes les informations. Par contre, je crois que ça a été un peu mal perçu en plus du confinement, des autorisations de sortie, c'est peut-être un sujet qui fait débat. Et puis il y a la gestion des marchés où là on était un peu chagrinés. On pense que les marchés auraient pu être ouverts plus tôt. Sur dérogation. Oui, sur dérogation, mais d'autres villes l'ont fait. À Grenoble, ça a été fait. Donc là, on était et le drive, l'expérimentation du drive, c'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en place. Et je sais pas si ça a vraiment été bénéfique pour les producteurs. Après, ça sera surtout à eux de se prononcer. Mais je pense qu'il y aura un retour d'expérience à faire. On n'est pas à l'abri d'une autre pandémie, mais là, on l'a vécu. Je pense qu'un retour d'expérience pour bien consigner ce qui va bien, ce qui va pas bien, voilà. Mais c'est difficile de juger quand on n'a pas toutes les informations et puis a posteriori. Vous parlez des agriculteurs et c'est vrai que sur cette période de ce confinement et sur cette période que nous venons de vivre, alors il y a beaucoup de choses qui en sont ressorties, on évoquait tout à l'heure, alors il y a les aspects négatifs bien évidemment, mais il y a eu aussi beaucoup de belles choses. Vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, je crois, en tout cas vous y allez assez fréquemment, vous avez pu voir quand même toute la solidarité qui s'est mise en place autour de ces producteurs locaux, où beaucoup de gens disaient là-bas il y a un agriculteur, il est ouvert le vendredi après-midi. Enfin, il y a eu quand même beaucoup d'échanges et en tout cas beaucoup de solidarité qui ont été mises en place. Et puis il y a eu d'autres choses également. Oui, alors donc il y a eu certaines associations et puis des gens en particulier qui ont proposé notamment par exemple les cartes des producteurs locaux. Et aussi les sites que tu as, les pages Facebook que tu as mis en place et puis que tu as administré, avec beaucoup de contributions sur ces réseaux. Donc ça c'est quelque chose d'appréciable. Ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup de gens, pas que sur le territoire, mais se sont tournés vers les producteurs locaux. Donc il y a des endroits, par contre c'est assez inégal en fonction des domaines des productions, où par exemple le maraîchage dans certains endroits, certains producteurs, pas forcément ici, mais ont eu des accroissements d'activité de plus 30%, plus 50%. Donc ça c'est quelque chose de positif, que les gens se retournent vers le local. Par contre il y a eu des difficultés du côté, je pense, des producteurs laitiers qui n'ont pas su écouler, ou les fromagers qui n'ont pas forcément su écouler comme il fallait leur production. Donc ça c'est
c'est un peu problématique, sachant qu'il y a une demande et que les agriculteurs, donc ça c'est à travailler, je pense, dans la suite. Ce qu'on a vu aussi, c'est toute la démarche autour des masques, les couturières, les gens qui ont mis en place aussi les visières avec des impressions 3D, qui ont mis à disposition du temps, des matières, et puis donc ça c'est quelque chose qu'on a vu ici sur le territoire ou plus loin dans le Vercors ou partout en France. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Après j'en oublie certainement. Il y a eu les tablettes pour les personnes âgées. Il y a eu plein de démarches positives, des entraides entre voisins. Quitte à se déplacer, on fait la course pour tous les voisins ou pour les personnes âgées. Donc ça c'est quelque chose je pense qu'il faut souligner. Est-ce que cette période a modifié votre programme? Est-ce qu'il y a des choses qui n'y étaient pas avant, que vous a dit ce Covid a fait naître en vous d'autres idées, écolo ou pas d'ailleurs, et peut-être aussi votre vision de la politique locale. Tout à l'heure vous parliez d'agriculture, de ce qui a été fait, peut-être ça aurait pu être mieux fait, ou voilà, qu'est-ce qui a germé en vous durant ce confinement en termes de politique locale? Ce qui est sûr, c'est que ça a mis plutôt un relief sur beaucoup de choses qu'on avait déjà proposées, sur la notion justement de relocalisation de la production, des activités économiques, parce qu'on voyait que les chaînes de distribution étaient aussi un peu impactées par tout ça, et puis ça mettait en tension justement les gens qui travaillaient pour continuer à faire vivre le pays, que ce soit les infirmières, les soignants, les transporteurs et tout ce qui fait vivre notre territoire et la France. On était déjà parti sur l'urgence écologique et sociale. Donc là, on voit bien que le côté social, avec surtout ce qui va se profiler, ce que tout le monde, ce que les gens craignent, c'est vraiment un choc économique et social, avec peut-être beaucoup de chômeurs en plus. Donc là, il va y avoir vraiment un travail vraiment important à faire. Donc ce que ça a changé par rapport à notre programme, c'est que on mettait surtout avant une urgence écologique et sociale. Là, on voit qu'il y a une autre urgence, c'est l'urgence économique. Il va falloir bien travailler, peut-être voir comment intercaler des dispositifs qu'on avait déjà un peu regardés, mais qu'on avait pour le retour à l'emploi, pour soutenir les activités économiques. Donc là, il y a vraiment une dynamique à lancer du côté économique. Et l'autre aspect, qui est pas lié que à la crise, c'est que le fait qu'il y ait 5 listes qui se maintiennent sur Saint-Marcellin, on voit qu'il y avait une envie de changement. Je pense que tout le monde, beaucoup de gens, finalement, se sont recentrés sur leurs idées. Donc ça a accentué, je pense, le fait que chacun pense que son programme était... je pense que ça a renforcé les convictions personnelles de tout le monde. Donc peut-être certains vont aller vers du repli sur soi encore plus territorialisé, d'autres vont dire que oui, c'est la lutte sociale qu'il faut accentuer, d'autres ça va être c'est l'économie avant tout parce que et donc on se retrouve finalement, je pense que c'est ce qui s'est passé peut-être aussi au niveau des listes, avec 5 listes qui se maintiennent. Et quelque part une envie de changement qui a été manifestée par 70% des votants, on connaît l'abstention, et là il va falloir faire un renouveau aussi au niveau démocratie locale. Donc on entrevoit aussi une autre urgence, dont on parlait déjà, au niveau démocratie participative, etc. Mais là, ce qui est quasiment sûr, c'est que quoi qu'il se passe, quels que soient les résultats, il y aura toujours 70% de la population qui va dire « ouais, non mais c'est autre chose que je veux ». Et donc là, il va falloir voir comment réunir les habitants pour construire des projets qui font du sens pour le plus grand nombre. On satisfera jamais tout le monde, mais on peut pas rester avec une majorité qui va imposer ses choix. Il va falloir vraiment aller vers les citoyens. Ouais.
Alors tout à l'heure, vous me parliez de la crise économique qui est annoncée dans tout le pays, qui, hélas, et je l'espère le moins possible, touchera également notre territoire. Elle vous fait peur, cette crise? Et puis aussi, j'avais envie de vous demander, si vous vous retrouvez à la tête de la ville de Saint-Martin, il va falloir avoir des clés, des solutions pour affronter cette crise. Est-ce que vous avez bien réfléchi et est-ce que vous pourrez nous en dire un mot? Nous, on pense que vraiment il y a une vraie dynamique de changement à lancer, des projets un peu, je vais dire un gros mot, mais systémiques, hein, qui traitent de front toutes les urgences que l'on voit, hein, sociales, économiques, écologiques, démocratiques. Et donc là, on voit des projets un peu structurants pour le territoire, pour Saint-Marcellin, quelque chose qui est revenu un peu maintenant sur toutes les listes, hein, c'est la notion par exemple de travailler une filière locale autour de l'agroécologie et un peu avec une cuisine centrale qui soit si possible un équipement partagé entre plusieurs communes. Donc là, ça peut être vraiment des projets structurants pour le territoire, qui créent de l'emploi, qui créent la dynamique du changement en termes d'agroécologie, qui créent du lien aussi, du lien social, et qui permettent à la fois aux enfants, mais aux plus âgés, de bénéficier d'une alimentation de qualité, locale, avec une empreinte du coup environnementale plus faible et vertueuse. Et pourquoi pas aussi les restaurations d'entreprises. Enfin, il y a tout un écosystème là à créer autour de dynamiques telles que celle-là. Au niveau de la revalorisation des déchets, et là aussi il y a très certainement des choses à consolider, à appuyer. Il y a déjà Païs qui fait déjà beaucoup, hein, mais là il y a peut-être une dynamique aussi à retravailler. On réfléchit aussi, là c'est dans le cadre du conseil local de développement, autour de l'alimentation et du territoire, voir s'il n'y a pas moyen de pousser un petit peu cette dynamique pour par exemple faire un plan d'alimentation territoriale ou interterritoriale, faire des relations avec les territoires d'à côté aussi. C'est toute cette dynamique qui est alliée, qui tient en lien avec la notion de transition. Et il peut y avoir des cercles vertueux dans les dynamiques des villes en transition. Par exemple, la monnaie locale, moi, je fais partie du groupe local de la monnaie locale. Et là, les municipalités peuvent être des acteurs de poids pour développer ces initiatives-là, qui sont des cercles vertueux. Alors, on a entendu aussi, hein, durant cette période, beaucoup de détresse sociale. Hein. Il y en a eu beaucoup, énormément de personnes. Vous parliez tout à l'heure de professions libérales, de commerçants, d'auto-entrepreneurs qui, pas de boulot, pas de revenus. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que l'on peut faire pour eux en termes municipaux ? Alors, est-ce qu'on peut annuler les impôts locaux ? Enfin, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire. Je ne sais pas, est-ce que vous avez songé à quelque chose pour encourager les gens et en tout cas pour leur remonter le moral, toutes ces personnes qui craignent mettre la clé sous la porte ? Là, il faut vraiment avoir les remontées des besoins, et donc ça, c'est des informations qu'on n'a pas forcément tous en tant qu'équipe nouvelle. Hein. Il va falloir vraiment être à l'écoute dans le dialogue pour voir quels sont les besoins, parce qu'il y a par exemple des commerçants qui nous ont dit que c'est pas des aides qu'ils ont besoin, c'est des clients. Donc il va falloir travailler pour que cette reconstruction soit co-construite par tous les intervenants. Je pense pas qu'on puisse projeter de manière unilatérale des solutions sur un ensemble de problèmes. Il faut déjà remonter l'ensemble des problèmes et puis agir. Agir. Mais alors après, il y a ceux aussi qui, en termes de salaire, vont être forcément stagnés. Le moral en prend un coup là.
Je veux dire, on va continuer à aller travailler. Il n'y a pas de progression en termes de rémunération. On a du mal à se projeter. Là aussi, c'est délicat. Je pense à ces gens qui sont au SMIC et qui vont très certainement le rester. C'est compliqué aujourd'hui de vivre avec 1100 ou 1200 euros. Ouais, on n'a pas du tout la vision de ce que va être les conséquences. Pour l'instant, on est dans une phase transitoire. On ne sait pas du tout les conséquences que vont avoir cette crise et notamment les marges de manœuvre aussi d'une municipalité. La crise de 2008 a très certainement conduit à la baisse des dotations de l'État vers les communes. Donc là, c'est pareil. On ne sait pas comment va être géré et répercuté les milliards d'euros qui sont engagés par l'État. Et effectivement, par rapport aux personnes, on ne sait pas. Donc, avant de proposer des plans, il faut vraiment regarder comment ça va se dérouler, être très très à l'écoute du plus grand nombre et construire des solutions ensemble. Parce que je pense que on n'est pas là pour déresponsabiliser les gens. Je pense que les gens ont envie de construire eux-mêmes leur volonté de transformation. Donc là, c'est vraiment à construire au cas par cas, en écoutant et puis en essayant de construire municipalité, particulier, entreprise. Qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire? Vous êtes satisfait du travail qui a été effectué, vous, par le chef de l'État, son gouvernement? On a dû l'évoquer en début d'entretien, mais il y a l'épisode des masques qui montre les problèmes de gestion de cette crise. Non, je suis pas entièrement satisfait. Voilà, je suis pas entièrement satisfait. On parle des mesures du gouvernement, et puis alors vous êtes écolo. L'une des mesures qui a dû quand même vous choquer, ça a été cette histoire de glyphosate, avec l'annulation et de la promesse tenue par Emmanuel Macron, qui devait l'arrêter en 2021, il me semble, et du coup, c'est annulé. Alors quand on est écolo, là, pour le coup, on se sent un peu biaisé? Oui, tout à fait. Bon, alors sur le glyphosate, il y a eu plusieurs aspects. Il y avait déjà une régression par rapport aux propositions initiales, le recul des mesures de transition agroécologique, d'une part, et puis il y a pendant la période de la crise sanitaire, l'autorisation à d'épandage sur des distances plus courtes par rapport aux maisons qui est passée, et ça c'est quelque chose effectivement d'un peu révoltant. Il y a eu aussi l'accroissement, les dérogations pour les poses d'antennes 5G. Qui là effectivement pose question sur beaucoup de choses. La 5G c'est quand même quelque chose qui est quand même encore controversé. Et qu'il faut être vigilant là-dessus pour plusieurs aspects. Il y a l'aspect sanitaire, on a un manque de transparence et d'information par rapport à la 5G, et il y a aussi et surtout le problème de la 5G, c'est l'accroissement des données qui va circuler en termes de surveillance, mais aussi en termes juste d'énergie. Ça va multiplier les serveurs, multiplier les connexions et avoir une empreinte sur le écologique certainement très très importante. Et donc le fait de voir que pendant la période de confinement, on donne ces autorisations-là, ces dérogations-là, c'est vraiment un très très mauvais signe. Alors on va revenir un petit peu à votre programme en quelques mots. Depuis ce début de déconfinement et dès l'annonce du deuxième tour au 28 juin, il vous a fallu forcément refaire campagne. Et on peut le dire quand même dans des conditions assez uniques et exceptionnelles. Comment vous êtes reparti au boulot là? Alors vous avez reconvoqué la liste Oui, tout à fait. Donc on a quand même fait une pause pendant le confinement. Je pense que chacun avait des priorités de réorganisation personnelle, les enfants, la famille, et puis des engagements au quotidien pour passer cette période-là. Les technologies font que y a des choses qui sont possibles. Les associations, certaines associations ont pu continuer à fonctionner avec les téléconférences, etc., les visioconférences. Et bon, dès l'annonce du confinement et sachant qu'on pouvait se réunir sur des terrains privés, dans nos maisons à plus de 10, on a commencé à se réunir dès le déconfinement pour
avec bien sûr les gestes barrières, hein, donc en extérieur, avec des masques, des tables éloignées, et pour faire repartir en campagne. Et donc il y a eu pas mal d'échanges hein, sur notre positionnement par rapport à la crise sanitaire, et puis aussi par rapport aux autres listes. Hein. Donc ça nous a beaucoup occupé hein, dans les premières périodes après le confinement et l'annonce des élections le 28 juin. Et voilà, et puis maintenant c'est reparti. Hein. On apporte des nouvelles idées. Alors est-ce que quand on attaque un second tour, on fait un peu table rase sur le premier, on redémarre tout à zéro ? Alors non, pas du tout, parce que on pense que notre programme était de toute façon adapté et reste toujours et d'autant plus d'actualité. Mais comme je vous dis, certainement les autres listes ont la même approche. Hein. Mais donc nous on reste focalisé sur l'urgence sociale, l'urgence écologique et puis comme je vous disais économique. C'est l'économie qui a pris une place un peu plus importante. Qui a pris une place plus importante dans nos échanges et dans nos propositions. Hein. Donc je pense que voilà. Après par rapport au premier tour, on nous a demandé, on a eu des retours, par exemple de nous positionner par rapport au stade Vallon, et qui était un sujet important pour Saint-Marcellin. Et donc là, c'est effectivement une nouveauté. On se positionne clairement pour abandonner le projet d'urbanisation du stade Vallon. Alors notre approche précédente était, on est globalement en tant que sensible à l'environnement contre l'urbanisation d'une manière générale et pour essayer de désartificialiser les sols qui peuvent l'être, restaurer ce qui peut être restauré en termes de nature. Par contre, il y a des fois des intérêts communs qui peuvent prévaloir sur certains aspects. Et si pour nous le Stade Vallon avait eu vraiment un intérêt bien compris, c'était pas les intérêts particuliers de riverains qui auraient motivé notre choix. Mais là, on a souhaité maintenant se positionner clairement contre l'urbanisation du Stade Vallon. La priorité est ailleurs. Il y a assez à faire avec la revitalisation du centre-ville, l'utilisation des zones déjà urbanisées, les friches industrielles, peut-être même des zones qui avaient été écartées, d'autres friches industrielles qu'il faudrait repenser. Hein. Vous parlez de la revitalisation du centre-ville, vous parlez de dynamisation, redynamiser. Et c'est vrai, alors c'est un sujet que j'aborde avec l'ensemble des candidats, hein, où je repars un petit peu dans mon enfance, du Saint-Marcellin quand j'avais 10 ans, et qui était assez extraordinaire en termes de vie, en termes de fêtes, en termes d'animation. C'était vraiment un rendez-vous incontournable. Saint-Marcellin était vraiment un poumon, quoi. Et c'est vrai que durant cette période de confinement, beaucoup de gens disaient que finalement Saint-Marcellin, avec ou sans confinement, ça reste pareil. Il y a toujours autant de monde, c'est-à-dire zéro. J'adhère pas forcément à cette idée. Par contre, j'adhère quand même à cette idée de dire qu'en effet, sur les 30 ans, c'est vrai que ça s'est quand même dégradé. La faute n'est pas Jean-Michel Revol là-dedans. Enfin, en tout cas, je le pense pas. Et puisque c'est ce que l'on peut retrouver dans toutes les villes de cette dimension avec ces 10 000 habitants, on est toujours dans cette sorte de ville qui s'est endormie peu à peu. Par fatalisme, on se dit que voilà, c'est comme ça, c'est le cours des choses. Alors, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé quand même ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir des événements qui drainent, je parle de toutes les populations, de toutes les classes sociales, que l'on puisse tous se retrouver assez régulièrement. Vous êtes écolo, pourquoi ne pas avoir des marchés bio en nocturne avec un groupe de musique, avec des endroits où l'on peut se manger une salade. Vous voyez ce que je veux dire ? Des choses toutes simples, mais qui en tout cas nous ferait du bien, et surtout après 8 semaines de confinement. Oui, alors ça c'est vraiment un aspect qu'on proposait déjà hein, dans nos projets initiaux. Donc rendre plus vivant. Je pense qu'il y a des choses qui étaient faites. Hein. Vous parliez éventuellement de culture qui rassemble un peu tout le monde. Nous, en tant que parents, ce que j'avais énormément apprécié, c'est tout ce qui était la dynamique autour des spectacles en inter-école, et puis aussi des fois avec des associations de personnes un peu en difficulté, qui permettaient
permettait de rassembler des populations diverses. Des parents d'école. Pardon ? Quand ça touche les écoles, ça va toucher les parents d'école. Moi, je vous parle de quelque chose qui rassemble vraiment tout le monde. Et là, je pense qu'il y avait des choses qui étaient déjà intéressantes pour rassembler les gens. Parmi nos projets, il y avait l'idée d'étendre le marché en dehors de la place d'armes, de faire avancer le marché dans les rues. Et effectivement, on propose qui est effectivement des groupes qui puissent se produire sur le marché pour animer cela. Ce qu'on voit, hein, je pense, qui est en avant sur son affiche électorale, c'est l'attractivité de la ville. Je pense qu'il y a un gros chantier à travailler autour du projet de revitalisation. Hein. Il y a cette avenue Gambetta qui est là un petit peu triste, avec des immeubles fermés, etc. Un point qui va être important, c'est faire en sorte que les gens qui traversent Saint-Marcellin s'arrêtent et pour aller visiter le cours Gambetta actuellement. Quand on voit ça, on n'a pas envie de s'arrêter. Donc là, il y a un vrai potentiel de revitalisation, de dynamisation de Saint-Marcellin, et peut-être aussi utiliser à bon escient une dynamique qui pourrait être lancée justement de les gens qui se rendent compte que la vie dans les grandes villes a ses inconvénients et peut-être un engouement de certaines personnes qui viennent des grandes villes et qui pour habiter des villes à taille humaine. Et là, si on travaille sur l'attractivité de Saint-Marcellin, au niveau de l'environnement, de l'urbanisme, que les trottoirs ils soient accessibles à tout le monde, qu'on puisse faire du vélo, parce que là, les routes elles sont dans un état assez dégradé. Les trottoirs ils sont pas praticables par tout le monde. Donc si on arrive à travailler cet aspect-là, il pourrait y avoir un nouvel élément, un dynamisme pour Saint-Marcellin qui a tout pour réussir. Hein. D'un point de vue économique, il y a une entrée d'autoroute, il y a un train qui permet d'aller à Valence, à Grenoble, on peut faire du télétravail. Donc là, il y a vraiment un projet à mener qui pourra donner un peu de dynamisme. Pour nous, la municipalité doit être facilitatrice d'événements, encourager, soutenir, mais surtout, je pense qu'il faut des citoyens qui se mobilisent, qui se motivent. La fête du Saint-Marcellin, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. On voit aussi pour le carnaval, il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup de choses. Et donc là, la municipalité doit se positionner en soutien, en facilitateur et aider ces dynamiques-là. Hein. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. Alors, je vais vous laisser choisir un thème que vous avez envie d'aborder. Nous, ce qu'on a envie, c'est d'insuffler vraiment une dynamique du changement autour des thématiques des solidarités et puis de l'urgence écologique, mais d'une manière positive. Hein. C'est-à-dire que emmener les gens vers des dynamiques plus vertueuses donc pour nous, c'est autour de grands projets pour la ville. Donc ça serait la régie municipale, une régie municipale maraîchère, pourquoi pas, s'il y en a besoin, ou travailler avec les producteurs locaux s'ils sont en capacité de fournir, pour faire une cantine, une restauration collective locale, autour vraiment de dynamique positive autour de l'écologie, d'être vraiment une ville qui montre un élan vers tout ce qui est dynamique de la transition, et que ce soit une source de développement économique éco-responsable qui donne un nouvel élan, un tournant à Saint-Marcellin, des projets d'avenir, et puis face à l'urgence écologique, économique et démocratique aussi, essayer d'impliquer le plus possible les citoyens qui veulent construire avec la municipalité la ville qui leur plaît. Alors,
Pourquoi doit-on voter pour vous, tout simplement, en quelques mots? Pour le changement, pour la dynamique autour de la transition. Et puis voilà, je pense que la place aux jeunes pour un nouvel élan pour Saint-Marcellin, pour qu'on ait une ville qui soit respectueuse des générations présentes et des générations futures. Alors nous, on sera présents à Saint-Marcellin le 28 juin prochain, vous aussi, je pense, au dépouillement. Vous nous accorderez une interview, quel que soit le résultat? Oui. Je pense que je manquais le créneau la dernière fois. Et voilà, il faudra qu'on se tienne au courant. Si c'est le soir même ou le lendemain qu'on se synchronise pour effectivement... Ah ben moi, ça sera le 28 juin au soir. Hein. Je serai présent au dépôt. Ah oui, Ouais, sur place. Hein. Super. Eh ben, je vous remercie, Jonathan Soun. Et on va vous souhaiter bien sûr un bon courage et une belle campagne. Et puis rendez-vous le 28 juin prochain. Merci encore. Merci à tous. Et puis pour voter utile, votez Saint-Marcellin Verte et Solidaire.